Eh bien, bon, pour essayer de finir à l'heure, je vais démarrer maintenant, même si c'est que 10h59. Alors, notre euh, sujet aujourd'hui, c'est la spéciation, comment euh, se forment les espèces. Et la dernière fois, juste avant les vacances, on a regardé la phylogénie. Et on a vu que ce qui va distinguer deux taxons différentes, c'est le fait que une innovation évolutive a été incorporée par le taxon B, mais pas par le taxon A. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le processus, c'est-à-dire que se passe-t-il ici, à ce moment-là. Avant, on a une population avec des caractéristiques morphologiques identiques. Après cet événement-là, on a deux populations distinctes, dont une a incorporé une innovation évolutive et l'autre non. Et c'est cet événement-là, ça c'est la spéciation. Donc on essaie de comprendre ce qui se passe à ce moment-là. Alors pour ça, va falloir d'abord avoir une idée claire de ce que c'est qu'une espèce, dans la mesure du possible. Et on verra qu'en fait, ce n'est pas si simple que ça. Et pour vous, vous devez comprendre quelles sont les subtilités de la question de ce que c'est qu'une espèce. Donc une fois qu'on a examiné cette question-là, on sera prêt à considérer les modèles de spéciation allopatrique et sympatrique. Donc l'objectif pour vous, c'est de comprendre ce que veulent dire ces deux termes-là et d'être capable de donner des exemples concrets de spéciation allopatrique et de sympatrique. Donc ça va nous prendre la majeure partie du cours. Et puis peut-être dans le dernier tiers, on va regarder quelles sont les barrières au flux génique pré- et post-zygotiques. Donc pareil, il faut comprendre les définitions, comprendre les différences entre ces deux types de barrières au flux génique et d'avoir en tête quelques exemples à citer. Et on va finir par la polyploïdie chez les plantes, qui est un mécanisme de spéciation très important chez les végétaux. Donc, qu'est-ce que c'est? Pourquoi c'est important? Donc, d'abord, on va s'attaquer au problème de l'espèce en biologie. C'est un très ancien problème, qui torturait déjà les biologistes au XIXe siècle, illustré comme par cette citation de Darwin. C'était dans une lettre qu'il avait écrite à Joseph Hooker, un grand botaniste de l'époque. Donc Darwin a écrit « Je viens juste de comparer entre les définitions de l'espèce et il est vraiment comique de voir à quel point peuvent être diverses les idées quand on tête les naturalistes lorsqu'ils parlent de l'espèce. » Parce qu'on essaie de définir l'indéfinissable. Donc ça, c'était l'état des choses au XIXe siècle. Et d'ailleurs, le problème continue jusqu'à nos jours. C'est très difficile de donner une définition concise, claire et universelle de ce que c'est qu'une espèce biologique. Alors bien sûr, bon, le mot espèce existait avant Darwin, était utilisé couramment. On avait vu Linné avait comme objectif d'établir une classification des espèces connues chez les plantes et chez les animaux. Donc il avait en tête une définition d'espèce. Linné, ce qu'il utilisait, c'est ce qu'on appelle le concept typologique de l'espèce. Et en quelque sorte, l'idée derrière ça, c'est que toutes les espèces sont inchangeables dans le temps, et de génération en génération, les espèces reproduisent la même forme telles qu'elles étaient au moment de la création où toutes les espèces ont apparu. Et si les espèces sont inchangeables, sont des objets immuables de la biologie, tout ce qu'il suffit de faire pour décrire une espèce, c'est de bien décrire
un exemple type, un individu typique de l'espèce, décrire bien sa morphologie, et donc c'était ça la description de l'espèce. Donc ça c'était déjà proposé par Aristote, et c'était un petit peu l'impulsion derrière l'établissement des collections dans les musées d'histoire naturelle à Paris, à Londres, etc. Donc l'idée c'était qu'on allait décrire un seul individu typique, et c'est ça qui permettait, qui suffisait pour décrire une espèce. Donc si on avait un animal empaillé, envoyé d'un pays ou un autre, on pouvait le décrire dans le muséum d'histoire naturelle, regarder si on avait déjà un échantillon comme ça. Si ce n'était pas le cas, on dit OK, on a découvert une nouvelle espèce, on le validait. Donc des fois, on avait des organismes entiers, des fois on n'avait que des os, et pour les oiseaux, peut-être on n'avait que des plumes. Donc on commençait à définir de nouvelles espèces à la base de quelques éléments de la morphologie de l'organisme, et ça commençait à être un petit peu trop, commençait à aller un peu trop loin, parce que surtout avec les plumes d'oiseaux, on commençait à se demander, est-ce qu'on est vraiment justifié à dire qu'on a des plumes? Ça, c'est très différent, c'est un truc qu'on n'a jamais vu auparavant. Comment on peut savoir que c'est vraiment une nouvelle espèce et pas juste, par exemple, le mâle d'une espèce connue et on a eu que des plumes des femelles jusqu'à présent? Parce que chez les oiseaux, on a très fréquemment un dimorphisme sexuel, c'est-à-dire que le plumage des mâles et des femelles sont très très distincts. Donc si on se base uniquement sur les caractéristiques morphologiques, l'apparence des organismes, ce type de cas d'espèces dimorphiques, ça va nous poser un problème. Donc, au début du XXe siècle, les naturalistes européens commençaient à se dire, OK, il faut peut-être valider nos collections des muséums avec de l'observation de ces animaux, de ces organismes dans leur habitat naturel. Donc, c'était le but d'envoyer des biologistes dans différents pays pour faire des observations directes. Donc ça, c'était le début des travaux de Ernst Mayr, figure immense, un des géants, figure majeure de la biologie du XXe siècle, qui a une carrière très très longue et extrêmement productive. Et à la base, Mayr, c'était un ornithologue. Et ses premiers travaux de recherche étaient d'aller en Nouvelle-Guinée et de trouver des espèces ou des populations vivantes, des espèces qui avaient été identifiées à la base uniquement de leurs plumes, qui avaient été envoyées en Europe, d'ailleurs pour faire des chapeaux et pas vraiment dans le but d'informer la science. Donc l'objectif de Mayr était de aller en Nouvelle-Guinée, décrire les populations réelles et de décider si oui ou non il s'agissait d'espèces réelles distinctes. Et donc ils se retrouvaient confrontés souvent à des problèmes. Il pouvait y avoir un massif montagneux au nord avec une population d'oiseaux et un massif montagneux au sud avec une population d'oiseaux un petit peu semblable, pas tout à fait la même chose non quand même. Et comment ils pouvaient décider s'il s'agissait de deux espèces distinctes ou de deux variantes de la même espèce. Alors, pour l'aider dans ça, il a développé ce qu'il a baptisé le concept biologique d'espèce. Donc, le concept biologique d'espèce dit que les espèces sont des groupes de populations effectivement ou potentiellement interfécondes et qui sont reproductivement isolés d'autres groupes similaires. Donc ça, c'était très pratique pour Mayr. Il y avait une utilisation pratique pour lui dans sa définition. Parce que dans le cas où il était confronté, ici, notre population au nord, la population au sud, s'il y a des échanges génétiques, s'il y a une interfécondité entre ces deux populations-là, on peut dire qu'il s'agit d'une seule espèce. Je donne le même nom d'espèce pour ces deux populations-là. Par contre, s'il n'y a pas d'interfécondité,
Il n'y a pas d'échange génétique entre les populations. Donc, il s'agit bel et bien de deux espèces distinctes. Donc, je vais donner deux noms d'espèces différentes. Et d'ailleurs, Ernst Mayr, c'est l'ornithologue qui a nommé le plus d'espèces d'oiseaux dans toute l'histoire de la biologie. Personne n'en a nommé autant avant ni après. Donc, ça, c'était le concept biologique d'espèce comme il a été formulé initialement par Mayr. Donc, ça, c'était très intéressant pour nous parce que cela a donné l'idée que les espèces se forment lorsque une population qui peut participer aux échanges génétiques se scinde en deux. Une population se scinde en deux ensembles qui sont génétiquement isolés. C'est ça le début de la spéciation pour Mayr. Donc on va revenir sur ça, mais avant, concept biologique d'espèce, est-ce que ça, on peut l'appliquer à tout le vivant? Alors Mayr a proposé ce concept au début des années 1940, et par la suite, on a essayé de l'appliquer à tout le vivant. Et on a vu qu'il y avait plusieurs problèmes. Premier problème, comment on fait pour des espèces qui n'existent pas actuellement? Donc, éventuellement, pour un échantillon de mousse décrit au XVIIIe siècle, il ressemble morphologiquement à des mousses qui existent encore, mais est-ce que c'est vraiment la même espèce? Parce que Mayr dit il faut savoir s'ils sont interfécants, oui ou non, mais on ne peut pas savoir là, parce que là, c'est juste une page dans un bouquin, et on ne peut pas vraiment le tester. Les individus vivants il y a 300 ans n'existent plus. C'est d'autant plus vrai pour des espèces disparues, où on ne connaît que des fossiles. Entre une espèce de mammifère disparue et une autre, aucune des deux n'existe actuellement. Comment savoir s'ils étaient interfécents? On ne peut pas le faire. Donc, le concept biologique d'espèce n'est pas applicable aux espèces disparues. C'est le premier problème. Même chez des espèces vivant actuellement, il y a des types d'organismes qui ne peuvent pas être catégorisés par le concept biologique des espèces. Et notamment pour des espèces qui ont un mode de reproduction asexué ou autogame. C'est le cas pour de nombreuses espèces de plantes et par exemple la totalité des bactéries. Donc un exemple chez les plantes, c'est différentes espèces de coquelicots, Papaver dubium qui est uniquement autogame et Papaver rhoeas qui est une espèce sexuée. Donc en surface d'apparence, on peut se dire mais où est le problème? Donc l'espèce dubium là, c'est une espèce autogame, donc bien sûr qu'elle est en isolement reproductif vis-à-vis de l'espèce rhoeas, parce que les individus ici ne peuvent pas se reproduire avec rhoeas. Le problème, c'est que, imaginons qu'on a une population de Papaver dubium en France, une autre population en Allemagne, est-ce qu'on peut dire qu'il s'agit de la même espèce? Toutes les plantes sont autogames, donc on ne peut pas les croiser pour le savoir. Et même si on poursuit l'idée jusqu'à ses limites, chaque plante individuellement est en isolement génétique par rapport à toutes les autres plantes. Donc si on applique le concept biologique des espèces à outrance, on dirait que chaque individu est une espèce à part, ce qui est absurde. Donc si on pousse ce concept jusqu'aux limites, pour certains organismes, ça mène à une conclusion absurde, donc ce n'est pas correct, ce n'est pas applicable. Et un autre problème, dernier problème, c'est la partie reproductivement isolée. Donc, ce que ça veut dire, c'est que les hybrides entre deux espèces doivent être soit non viables, soit infertiles. Donc, les hybrides fertiles, les hybrides interspécifiques fertiles ne devraient pas exister, selon le concept biologique des espèces. Mais quand on regarde bien, il y a plusieurs exemples où ça existe. Les tigres, les lions, l'ours polaire et l'ours grizzly, par exemple, ils peuvent donner des hybrides fertiles. Et chez les plantes, c'est un phénomène qui est, ma foi, très très fréquent. Très très fréquent. Donc l'exemple donné ici, c'est le genre Geum, qui est constitué de 25 espèces qui s'hybrident et qui donnent des descendances plus ou moins fertiles. Donc par exemple, Geum rival et Geum urbanum, donc la benouate d'Irisso et la benouate commune,
peuvent s'hybrider sous certaines conditions et les hybrides sont fertiles. Alors, si on applique le concept biologique des espèces strictement, on devrait dire que, en fait, puisque l'hybride est fertile, Rival et Urbanum, en fait, c'est la même espèce et c'est la même chose, c'est le même objet biologique. Et la totalité des biologistes vont dire, ou certainement les botanistes vont dire non, ça n'a aucun sens, parce que, évidemment, ces deux populations sont morphologiquement très distinctes, on peut clairement les distinguer, et ils vivent dans des milieux très différents. Donc, ils habitent dans des niches écologiques distinctes, et ce sont clairement deux entités biologiques distinctes. Donc, ça n'a aucun sens de donner le même nom d'espèce à ces deux populations. D'accord? Donc, l'existence d'hybrides interspécifiques fertiles, c'est un problème pour le concept biologique d'espèces parce qu'ils existent, mais ils ne devraient pas exister, selon le concept. Donc, ces problèmes avec le concept biologique d'espèces a quand même stimulé beaucoup de discussions chez les biologistes et a mené différents chercheurs à proposer différents concepts dans un but de donner une définition claire, universelle de ce que c'est qu'une espèce. Donc, un exemple, c'est le concept écologique d'espèce, proposé initialement par Lee Van Velen dans les années 70, et puis repris par Mayer vers la fin de sa carrière. Donc, le concept écologique d'espèce. Une espèce, c'est une communauté reproductive de population, reproductivement isolée. Donc, on garde quelques idées du concept biologique, et qui occupe une niche particulière dans la nature. Donc ça, c'est bien parce que ça résout notre problème des espèces Dium, Urbanum et Rival. Parce que ces deux espèces occupent des niches particulières, donc on peut les donner deux noms d'espèces distinctes. Un autre concept d'espèce développé un peu plus tard, c'est le concept d'espèce phylogénétique. Donc cette fois-ci, selon Baum, une espèce est la plus petite agrégation de population ou de lignées qui regroupe un ensemble unique d'états de caractères. Alors ça, c'est un peu un retour vers un concept typologique, parce que des états de caractère, c'est quoi? C'est la morphologie. J'ai des os comme ci, comme ça, etc. Donc c'est les caractères observables d'un organisme. Donc on remet un petit peu la morphologie, la description typologique de l'organisme au premier plan, mais on le reformule pour le mettre dans un contexte phylogénétique, pour le moderniser un petit peu. Néanmoins, on garde un petit peu le concept reproduction. Donc, c'est le concept écologique d'espèces. Oh, attends, je vais peut-être dire ça après. Donc, on a reproduction, quelque chose sur la nature des organismes. Et si on regarde bien, l'idée qu'on devait garder ces deux types de critères existait déjà au début du 19e siècle. Parce que Georges Cuvier avait donné cette définition d'espèce que je trouve toujours très bien formulée, très succincte. C'est qu'une espèce pour Cuvier, c'était une collection de tous les corps nés les uns des autres ou de parents communs. Donc on a une reproduction asexuée et sexuée et qui leur ressemblent autant qu'ils se ressemblent entre eux. Et on a la ressemblance morphologique. Donc ces deux aspects sont essentiels. Ressemblance morphologique et le mode de reproduction. Si on fait l'un ou l'autre uniquement, ça ne suffit pas. Donc dans le concept écologique d'espèces, la morphologie vient d'où? Ça vient de l'adaptation à la niche écologique. Parce que cette adaptation va entraîner des modifications dans la morphologie de l'organisme, dans sa spécialisation par la sélection naturelle. Donc dans ces trois définitions-là, il y a les deux choses, mode de reproduction et ressemblance morphologique. Et d'ailleurs, on ne peut pas y échapper, il faut garder les deux critères. OK, donc pour voir si vous avez compris ça, très rapidement, à propos du concept biologique d'espèce, quelles propositions sont exactes? On fait ça en 1 minute.
Ok, on est bon. Alors, 1 est applicable à tous les vivants. Qui dit oui? Qui dit non? Vous avez raison, non. Okay, tout ce qui est mode de reproduction autogame, etc., ça ne marche pas pour le concept biologique des espèces. Il est applicable aux fossiles. Qui dit oui? Qui dit non? Oui, vous avez raison. Permet une classification correcte des espèces dimorphiques ou polymorphes. Qui dit oui? Qui dit non? Ah, ce n'était pas explicitement dit dans le cours, mais en fait, la réponse est oui pour ça. Parce que j'avais dit que les espèces dimorphiques ou polymorphiques, ça c'est un problème pour le concept typologique de l'espèce. Si on se base uniquement sur les caractères morphologiques et on ignore leur reproduction, il n'y a aucune raison pour dire que le mâle du canard colvert et le femelle sont de la même espèce, parce que leur morphologie est très différente. Donc 3, la réponse est oui pour ça. On considère la reproduction comme étant le caractère principal. Dernière question, il aide à résoudre le statut d'hybride chez les plantes. Qui dit oui? Qui dit non? Oui, vous avez raison. La réponse est non. Les hybrides interspécifiques chez les plantes, ça pose un problème. Ok, concept biologique. Ce n'est pas parfait, mais son intérêt pour nous aujourd'hui, c'est parce que c'est ce concept-là qui a permis de lancer des modèles pour expliquer le processus, le mécanisme de spéciation. Alors, pourquoi? Parce que, ok, si on considère que l'on a une population, comme dans les modèles Hardy-Weinberg que vous êtes en train de faire en TD actuellement, si on a une mutation favorable qui apparaît chez un individu de la population, bon, cette mutation va se répandre dans la population par la sélection naturelle. Donc ça, ce processus-là va mener à ce qu'on appelle l'anagénèse. L'anagénèse, c'est quoi? Alors, si on considère, on fait un sort de schéma où on a le temps ici et la morphologie. Okay. Notre espèce A, il commence là. Avec le temps qui avance, sous l'effet de la sélection naturelle, les mutations favorables vont s'accumuler, vont modifier la forme de l'espèce. Elle sera morphologiquement différente 100 000 ans plus tard. Donc, l'espèce A et sa descendante A', ce n'est pas la même espèce. Donc, il y a une modification dans le temps. Par contre, on a une espèce au départ, une espèce à la fin. On n'a pas une réelle spéciation. Enfin, on a une modification de l'espèce dans le temps qui s'appelle l'anagénèse. On n'a pas généré une nouvelle espèce. Donc, les modèles Hardy-Weinberg, tout ça, ça ne suffit pas pour expliquer les processus d'évolution, de macroévolution, l'apparition de nouvelles espèces. Il faut quelque chose en plus. D'accord? Et ce qu'il faut en plus, c'est une barrière au flux génique qui empêche la libre circulation d'allèles au sein d'une population. Donc, dans ce cas-là, imaginons que l'on a notre mutation favorable qui apparaît chez un individu, bon, il commence à se répandre, mais pour une raison ou une autre, la dispersion de cet allèle favorable est bloquée, et ça peut mener à la cladogénèse, c'est-à-dire l'apparition de deux populations distinctes à partir d'une population qui avant était homogène. Donc, la cladogénèse, c'est quoi? Cette fois, on a le même schéma, temps, morphologie. On a notre espèce A, qui lui va rester éventuellement stable, de même morphologie dans le temps. Mais on a une partie de la population qui va incorporer une innovation évolutive, sa morphologie sera changée. Donc, ici, on commence avec une espèce, on finit avec deux espèces. Et via ce qui implique un événement de spéciation. Donc, c'est ce qu'on appelle la cladogénèse.
Donc l'événement clé, c'est une barrière au flux génique qui empêche la libre circulation des allèles au sein d'une population. Alors, quelle peut être la nature de cette barrière au flux génique au sein d'une population? Bon, la première chose qui a été imaginée, c'est que on peut avoir le flux génique qui est bloqué par une barrière géographique. Les montagnes qui vont séparer deux parties d'une population, les cours d'eau, etc. Donc, dans ce cas-là, ce sont des modes de spéciation allopatriques. Allo pour différents, patrie pour pays. Donc, deux parties de la population vont se retrouver séparées géographiquement. Et un petit peu par opposition, on peut aussi proposer un mode de spéciation sympatrique, c'est-à-dire une apparition de deux espèces dans le même pays, sym pour le même, patrie pour pays, parce qu'on aura le flux génique bloqué sans l'apparition d'une barrière géographique. Alors, en ce qui concerne la spéciation allopatrique, on a trois mécanismes un petit peu différents que l'on peut évoquer. Plus facile à comprendre, c'est la spéciation par vicariance. Dans ce cas-là, deux parties d'une population vont se retrouver totalement séparées. La spéciation péripatrique, c'est un petit peu différent, parce que là, on aura une sous-population à la périphérie de l'aire géographique occupée par une espèce qui va se retrouver isolée, génétiquement ou géographiquement de façon temporaire. Et le dernier, c'est la spéciation parapatrique, qui est peut-être le plus compliqué à comprendre, parce que dans ce cas-là, on propose que les sous-populations aux extrémités de l'étendue géographique d'une espèce vont se diverger progressivement, et petit à petit, les populations aux extrémités vont former des espèces distinctes. Donc on va regarder les exemples de mécanismes de spéciation allopatrique d'abord, ensuite on va regarder un exemple de spéciation sympatrique. Okay? Donc ça, c'est les modèles théoriques. Est-ce que ça existe vraiment? Okay? Ce sont des théories scientifiques qui n'ont de valeur que si on peut les valider par les observations. Ok, spéciation allopatrique. L'idée, c'est que l'isolement génétique est provoqué par un isolement géographique d'une partie de la population. Un exemple classique, c'est à chaque fois qu'on a la colonisation des îles par une population continentale. Parce que du coup, les populations qui évoluent sur l'île sont séparées géographiquement par l'étendue des eaux par rapport à la population continentale. Un exemple, c'est la colonisation des îles Galapagos par les pinsons, qui sont venus du continent, et depuis les 2 millions d'années qu'ils ont évolué à part, on a des espèces endémiques sur les îles qui sont très différentes des espèces que l'on voit sur le continent. Donc, une partie de la population se trouve isolée, et ensuite on a une divergence. Donc ça, c'est un exemple de la spéciation par vicariance. Et c'est ce qui se passe chaque fois qu'on a une population insulaire qui est très isolée par rapport au continent. Donc c'est pour ça qu'on a une flore et une faune endémique très importante, unique en Hawaï, en Nouvelle-Zélande, Madagascar, etc. Donc ça, c'est pour les espèces terrestres. La même chose peut arriver pour des espèces aquatiques qui se retrouvent séparées par l'émergence des continents. Donc un bon exemple de ça, ce sont des espèces de crevettes revolver qui se retrouvent des deux côtés de l'isthme de Panama. Donc cet isthme de Panama a émergé il y a 3 ou 3,5 millions d'années. Auparavant, les cours d'eau ici, Pacifique et Caraïbes, étaient continus. Donc on a une séparation géographique il y a 3 millions d'années qui a séparé des populations de crevettes qui maintenant se trouvent aux Caraïbes et au Pacifique. Et donc on peut décrire cette paire d'espèces qui sont morphologiquement très semblables, qui vivent un petit peu sur le même niche écologique. Donc on peut se demander, est-ce qu'ils se sont divergés en deux espèces biologiques distinctes? Alors, il était relativement facile d'installer un centre de recherche en biologie marine au Panama, récupérer les crevettes des Caraïbes, récupérer les crevettes du Pacifique, les mettre ensemble dans un aquarium et de voir s'ils sont capables de se reproduire entre eux. En fait, quand on fait ça,
ils ne s'accouplent pas, ils se battent. Donc il n'y a pas d'interfécondité entre les populations des Caraïbes et de côte Pacifique. Et donc il existe bel et bien des espèces distinctes maintenant qui ont été séparées par un événement géographique. Donc c'est l'isolement géographique d'abord et ensuite l'isolement génétique. Donc un exemple de spéciation par vicariance. Alors, la spéciation péripatrique, c'est quoi? Donc, le début d'une spéciation péripatrique, c'est quand une sous-population périphérique s'adapte aux conditions locales et les adaptations qui sont favorables dans son contexte ne sont pas forcément favorables pour le reste de la population. Ça, tout seul, ça ne suffit pas pour faire former deux espèces distinctes. Il faut que le flux génique entre la population périphérique et le reste de la population soit bloqué. Donc, soit par un isolement géographique ou quelque chose d'autre. Alors, le grand classique pour ça, c'est dans les populations aquatiques, dans les lacs par exemple, où on a des niveaux d'eau qui peuvent changer. Donc, si on a des poissons qui vivent dans l'eau ici et ici, tant que le niveau d'eau est élevé, on a des populations périphériques, mais qui est néanmoins en continuité génétique avec le reste de la population. Si le niveau d'eau baisse, cette population périphérique va se trouver isolée, au moins de façon transitoire, et ça peut suffire pour pousser vers un événement de spéciation. Donc, ça c'est un peu le grand exemple classique. Moi, je vais vous présenter un autre exemple qui sont les moustiques dans le métro de Londres. Donc, si vous allez à Londres, vous risquez de vous faire piquer par un moustique du genre Culex molestus, qui vit dans le métro et qui ressemble morphologiquement au moustique standard Culex pipiens qui vit à l'extérieur. Donc, les différences majeures entre pipiens et molestus, c'est que pipiens parasite les oiseaux, tandis que molestus va parasiter les mammifères, les rongeurs, éventuellement les passagers. Pipiens, qui habite à l'extérieur, a une diapause hivernale, c'est-à-dire que les moustiques deviennent inactifs pendant l'hiver, et ils vivent à l'extérieur, donc ils se reproduisent dans des zones qui sont dégagées. Molestus, qui dérivait vraisemblablement de Pipiens, s'est adapté à son nouvel environnement. Bon, il fait chaud toute l'année, donc il n'y a pas de diapause hivernale, et les espaces sont un peu enfermés, donc il est capable de se reproduire dans des espaces enfermés. Alors la question c'est, est-ce que c'est vraiment deux espèces distinctes? Donc quand on les met au laboratoire, les individus molestus et pipiens, ils ne se reproduisent pas entre eux. Donc ça c'est peut-être parce qu'ils n'aiment pas être observés par les biologistes, mais quand on regarde les marqueurs génétiques dans les populations naturelles, on voit qu'il n'y a pas de flux génique entre ces populations non plus. Donc, elles sont bel et bien deux espèces distinctes en termes de leur niche écologique et en termes de leur isolement génétique. Donc, ce qui semble s'être passé, c'est que initialement, une petite population de pipiens s'est adaptée à cette nouvelle niche écologique composée par le métro de Londres. Donc cette adaptation aux conditions un peu plus chaudes a entraîné des modifications dans la biologie de ces organismes et notamment dans le mode de reproduction. Et c'est ça qui met Molestus en isolement génétique par rapport aux pipiens. Parce que du coup, leur comportement autour de la reproduction est différent, donc ils ne vont plus se croiser ensemble. Donc l'adaptation à une nouvelle niche écologique périphérique a entraîné un isolement génétique. Donc ça, c'est un événement récent. Alors, spéciation parapatrique. Alors l'idée ici, c'est que
dans les modèles Hardy-Weinberg, on a dit on a des populations panmictiques, tous les individus peuvent se reproduire avec tous les autres de façon aléatoire. Mais dans une population réelle, ce n'est pas forcément vrai ça, parce que les individus qui sont à un endroit dans la population vont avoir tendance à se reproduire avec des individus qui sont proches. Donc petit à petit, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir une sorte de gradient qui s'installe, génétique et phénotypique, avec les populations vivant aux extrémités de l'étendue géographique d'une espèce qui vont se diverger petit à petit. Donc, tant que... D'ailleurs, je vais dessiner ça parce que pour voir ce qui va se passer. Donc, le modèle. C'est qu'on va commencer avec une espèce qui occupe une zone géographique de plus en plus étendue. Et avec les populations aux périphéries qui vont devenir de plus en plus divergentes. Partout ici, dans la zone est couverte par les espèces, les échanges génétiques sont possibles. Il y a de l'interfécondité. Mais si jamais ces deux populations périphériques se rencontrent, ils peuvent ne pas être interféconds. Et si jamais on a quelque chose qui arrive à notre population au milieu, bon, on aura notre population initiale qui s'est scindée en deux ensembles qui sont isolés sur le plan génétique. Donc ça, c'est le modèle théorique, et il dit qu'on devrait retrouver ce qu'on appelle des espèces en anneaux, avec une interfécondité tout autour, mais avec des extrémités où on trouve les individus qui ne sont plus interféconds. Alors ça, c'est le modèle. Est-ce que ça existe? Ben oui, parce qu'on est allé chercher pour voir si on pouvait valider le modèle ou non. Donc il y a plusieurs exemples qui ont été décrits. Celui que je vais présenter, il s'agit d'une espèce d'oiseau, Phylloscopus trochilioides, qui vit en Asie. Et chez le Phylloscopus trochilioides, on peut distinguer différentes populations qui sont différentes par leur chant. Donc, chaque couleur sur la carte ici, c'est une sous-population qui est caractérisée par un chant distinct. Et ça, c'est les tracés des enregistrements des chants de ces oiseaux-là. Donc, la population mauve est en isolement géographique et il n'a pas d'échange avec les autres populations, donc c'est une espèce à part. Pour les autres couleurs, orange, jaune, jaune-vert, bleu-vert, etc., chaque fois qu'on a une rencontre entre les deux populations, les oiseaux sont interféconds. Ils s'accouplent entre eux et il y a une zone hybride entre les deux. Sauf quand il s'agit des zones occupées par les oiseaux avec le chant dit, qu'on va dire rouge, et la zone occupée par les oiseaux avec le chant dit bleu. Ici, il y a une zone où les deux individus vivent, mais en fait, il n'y a pas d'intercroisement entre eux. Parce que, en fait, les mâles et les femelles ne reconnaissent pas le chant de l'autre oiseau. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? Donc, par une étude génétique, on a pu placer l'origine de ces populations ici, dans le sud du plateau tibétain. Et le modèle, c'est que à la fin de la deux dernières âges glaciaires, les glaciers ont reculé, ce qui a permis la population ancestrale de ces oiseaux de migrer vers le nord. Or, le plateau tibétain, c'est une barrière géographique. Donc, il y a une population qui a migré vers le nord-ouest, et une autre population qui a migré vers le nord-est. Et donc, c'était deux extrémités de notre population, et qui sont devenues petit à petit incompatibles. En tout cas, leurs chants sont devenus incompatibles. Alors, on peut voir aussi qu'il n'y a pas de population ici dans le nord de la Chine, parce que la déforestation a éliminé l'habitat naturel des oiseaux ici. Donc, cette population ici, indiquée en rouge, est en isolement géographique par rapport aux populations plus au sud, est en isolement génétique par rapport à ses voisins dans la population bleue. Donc, c'est bel et bien ce qu'on peut considérer comme étant une espèce à part actuellement.
Donc ça, c'est un exemple de spéciation parapatrique, parce on est une espèce dite en anneau. Spéciation sympatrique, dernier exemple, et puis je vais vous proposer un petit test. Tous les autres modèles, par vicariance, péripatrique et parapatrique, il y a la notion de séparation géographique qui joue un rôle clé. Dans la spéciation sympatrique, on propose qu'il y a la divergence de deux espèces, malgré le fait qu'elles occupent la même zone géographique. Alors pendant longtemps, c'était assez controversé pour savoir si la spéciation sympatrique existe, oui ou non. Donc, parce que c'était très très difficile de savoir s'il y a eu dans le passé de deux espèces une séparation géographique, puis ensuite une remigration. Mais il y a au moins quelques exemples clairs de spéciation sympatrique, donc ça peut exister. Donc, un exemple, c'est l'existence de deux espèces de palmiers sur une île déserte. Donc, sur l'île de Lord Howe, on trouve le Howea forsteriana, qui a des feuilles droites montantes et les folioles qui penchent, et Howea belmoriana, qui a des feuilles courbes et les folioles montantes. Donc, ces deux espèces sont endémiques, c'est-à-dire qu'elles existent sur cette île déserte et nulle part ailleurs. C'est pour ça que l'on peut être certain qu'il s'agit d'une spéciation sympatrique, parce qu'elles existent nulle part ailleurs, ni l'une ni l'autre. Alors, il y a un peu de spécialisation au sein de l'île, parce que si on regarde bien, Belmoriana est spécialisée sur les sols un peu plus acides et sur leur environnement un peu plus montagneux, enfin, plutôt sur les hauteurs. Alors, quelle est la barrière génétique qui sépare ces deux espèces, qui empêche le flux génique entre les deux populations? Mais quand on regarde bien, les deux espèces ont des périodes de floraison distinctes. Donc, Forsteriana va fleurir avant, donc les pollens libérés par les fleurs de Forsteriana peuvent tomber que sur les fleurs de notre Forsteriana et ne peuvent pas fertiliser les fleurs de Belmoriana et vice-versa. Donc, on a mis en place une barrière qui empêche le flux génique, malgré le fait qu'il n'y a pas de séparation géographique de ces deux espèces de plantes. Donc, la spéciation sympatrique peut exister. Ok, bon, est-ce que vous avez bien saisi ces différents modèles? Alors, je vais vous poser l'exemple suivant. En Californie, on a 7 sous-espèces du salamandre Ensatina s. scholzii, représentées ici. Donc, quand deux individus de sous-espèces différentes se rencontrent, ils sont toujours interfertiles, sauf quand il s'agit de Crociateur et Cloberae. Crociateur, c'est ici, et Cloberae, c'est ici. Alors, on ne considère pas qu'il s'agit d'espèces distinctes encore, mais si ce processus devait aboutir à une spéciation complète, quel est le modèle, quel est le mécanisme qu'on pourrait incriminer? Et donc, une réponse correcte parmi les 4. Ok, vous avez bien réfléchi? Alors, qui dit 1? Spéciation allopatrique par vicariance. Personne. Qui dit 2? Spéciation sympatrique. Personne. Qui dit 3? Spéciation parapatrique. Pas mal de mains. Qui dit spéciation péripatrique?
2, 3. OK, la majorité a raison, pour une fois. Spéciation parapatrique, effectivement. Ce qui s'est passé ici, c'est un peu l'inverse de ce qu'on a vu avec Philoscopus. On considère que la population à l'origine était dans le nord ici, et en fait, il y a une migration vers le sud, mais la vallée de San Joaquin ici a constitué une barrière géographique qui a empêché les populations qui migraient au sud-ouest et vers le sud-est de se rencontrer. Donc en fait, au fur et à mesure de cette migration vers le sud, les populations aux extrémités ont divergé. Et c'est ça qui fait qu'on considère que c'est un exemple de spéciation parapatrique qui est en cours de s'effectuer ici. OK, très bien. Donc résumé, modèle de spéciation. Pour résumer tout ça, donc tant que les individus se croisent de façon aléatoire, la composition génétique reste homogène au sein d'une population, il n'y a pas de spéciation. Il peut y avoir de l'anagénèse, pas de cladogénèse. Mais dès que le libre flux de gènes se fait plus, les génomes peuvent diverger entre populations. Et donc c'est ça, c'est la divergence des génomes qui est à l'origine des espèces. Et ce flux de gènes peut être entravé lorsque les individus sont séparés géographiquement, ou alors si on a même, et c'est ça qui va donner une spéciation allopatrique, et si cela arrive malgré le fait que les individus vivent dans le même milieu, c'est un événement de spéciation sympatrique. Alors, quel que soit le mécanisme de spéciation allo ou sympatrique, à la fin, il doit y avoir une barrière au flux génique, même si les individus se retrouvent. Alors, une barrière au flux génique qui est biologique dans sa nature et pas juste liée à une séparation géographique. Alors, ces barrières au flux génique peuvent être caractérisées comme étant pré- ou post-zygotiques. Une barrière pré-zygotique, ça veut dire que la fertilisation n'a pas lieu, c'est impossible. Donc les gamètes sont libérés, mais ils ne se rencontrent pas, il n'y a pas de fertilisation. Une barrière post-zygotique, la fertilisation a lieu, une zygote hybride est formée, mais il va être non viable ou non fertile. Donc, on va regarder quelles peuvent être des barrières pré- et post-zygotiques. Donc, des barrières pré-zygotiques peuvent être écologiques ou physiologiques. Donc, par exemple, temps de floraison différents. Donc, chez les différentes espèces d'agrostis, il y en a qui fleurissent le matin et d'autres qui fleurissent l'après-midi. Donc, les pollens de Stolonifera ne vont pas fertiliser une fleur de Thénus et vice-versa, sauf quand il fait mauvais. Donc, on a vu aussi le même cas chez les deux espèces de palmiers sur l'île de Lord Howe, période de floraison distincte. C'est aussi la même chose, c'est les espèces de saules. Une barrière pré-zygotique peut être éthologique, c'est-à-dire liée au comportement autour de la reproduction chez les animaux. Okay, c'est ce qu'on a vu chez Philoscopus. Donc, les champs des sous-espèces devenaient mutuellement incompréhensibles et c'est ça qui a constitué une barrière au flux génique pré-zygotique entre les populations rouges et bleues. C'était aussi le cas pour les crevettes revolver. Okay, on les met, les mâles et les femelles des différentes espèces dans l'aquarium, ils ne se couplent pas, ils se battent. Ils ne se reconnaissent pas entre eux en faisant partie comme autant de membres de la même espèce. Pareil pour les moustiques Culex pipiens et Culex molestus. Leurs comportements autour de leur reproduction sont radicalement différents, ce qui fait qu'ils ne s'accouplent plus. Donc il peut aussi y avoir des barrières anatomiques qui empêchent la fertilisation. Chez les insectes, la morphologie des parties génitales peut être très différente, ça empêche une fertilisation. Chez les plantes, l'équivalente, c'est la forme des fleurs, parce que la forme des fleurs est en fonction d'une adaptation à l'espèce pollinisateur. Donc si les espèces
pollinisatrices sont distinctes, on aura un isolement génétique des espèces de plantes parce que la forme des fleurs sera différente. Et même quand il s'agit d'une seule espèce responsable de la pollinisation, la forme de la fleur peut déposer le pollen à différents endroits sur la même espèce de pollinisatrice, ce qui fait qu'une fertilisation croisée est peu probable. Et c'est la forme de l'organe sexuel qui impose une barrière au flux génique prézygotique dans ce cas-là. Barrière postzygotique. Dans ce cas-là, la fertilisation a lieu, mais l'hybride, le zygote, est soit non viable, soit infertile. Donc, quelque part, il y a une incompatibilité biologique qui empêche le développement correct de l'hybride. Et on distingue deux cas qui sont un petit peu différents, l'incompatibilité génétique et l'incompatibilité karyotypique. Donc, on va considérer l'incompatibilité karyotypique d'abord, et on va essayer de voir pourquoi c'est différent de l'incompatibilité génétique. Évidemment, tous les deux ont quelque chose à voir avec les matériels génétiques, mais le mécanisme, c'est un petit peu différent. Alors, l'incompatibilité karyotypique, là, l'exemple que tout le monde connaît, par exemple, c'est le croisement entre l'âne et le jument, dont on a un mulet qui est viable, mais non fertile, qui est stérile, parce qu'il y a un complément chromosomique impair. Donc, lors de la méiose, les gamètes sont déséquilibrés, et donc cet animal ne peut pas se reproduire. Donc ça, c'est un premier cas d'incompatibilité karyotypique. Mais néanmoins, il existe des cas où l'hybride peut avoir un complément chromosomique pair, mais néanmoins est stérile. Et quand on regarde bien, les inversions et les translocations chromosomiques entre les deux espèces, mère et père, peuvent entraîner une stérilité de l'hybride malgré un complément chromosomique pair. Parce que, encore une fois, on va avoir des régions des chromosomes homologues qui sont portées par des chromosomes distincts. Encore une fois, lors de la méiose, ça va provoquer des problèmes et va mener à la formation de gamètes déséquilibrés. Donc l'accumulation de inversions et translocations chromosomiques peut entraîner une incompatibilité karyotypique. Et en tout cas, à retenir un petit peu en lien avec ça, c'est que quand on a tous les hybrides ne sont pas forcément entièrement stériles, mais souvent on a un cas où il y a un sexe stérile et l'autre qui est fertile. Et curieusement, on a quelque chose qui s'appelle la règle de Haldane. C'est quand on a ce cas-là, c'est les sexes hétérogamétiques qui va être stérile. Donc on dit hétérogamétique et pas simplement mâle, parce que chez les mammifères, les mâles sont XY, mais chez les oiseaux, c'est les femelles qui sont XY. Et chez les oiseaux, c'est les femelles hybrides qui peuvent être stériles plus que les mâles. Donc c'est le sexe hétérogamétique qui va être stérile. OK. Donc ça, c'est l'incompatibilité karyotypique. C'est l'organisation des chromosomes qui est différente entre deux espèces et ça entraîne un problème chez l'hybride lors de la méiose, quand l'hybride essaie de générer ses gamètes. Mais on peut aussi imaginer le cas où il n'y a aucune incompatibilité karyotypique. Les chromosomes, l'organisation des chromosomes, c'est la même chose, mais ce sont les différences au niveau des gènes au sein des chromosomes qui mènent à une incompatibilité, malgré une compatibilité karyotypique. Donc, est-ce que c'est possible? Donc, ça, c'est un modèle théorique développé dans les années 1930 par Dobzhansky et Müller, et qui ont proposé que lorsqu'on a deux gènes A et B, les produits de ces deux gènes-là interagissent entre eux, et ça, c'est quelque chose qui est très important pour la reproduction. Dans ce cas-là, on peut imaginer que certaines combinaisons des allèles A et B vont être néfastes. Qu'est-ce que ça a à voir avec des hybrides interspécifiques, tout ça? Bon, ben,
Ça a à voir parce que, on imagine, on a une population ancestrale. Nos gènes locus A et B, on a l'allèle 0 dans cette population ancestrale. Alors imaginons que l'on a un événement de spéciation allopatrique, donc on a deux populations qui sont en isolement géographique et génétique, et donc qui vont évoluer de façon indépendante. Dans la population 1, les locus A et B vont muter, vont évoluer dans le temps, donc on a les allèles 1 au locus A et B. Ces individus-là sont parfaitement fertiles parce que l'allèle 1 est compatible avec l'allèle 1 du locus B. Dans la population 2, on a une évolution parallèle. Cette fois-ci, on a l'allèle A2 qui lui aussi est parfaitement fonctionnel, compatible avec l'allèle B2. Le problème arrive quand on a des individus de ces deux populations-là qui sont reproduits ensemble, qui forment un hybride. Dans ce cas-là, l'allèle A1 va combiner avec le produit de l'allèle B2, et c'est ça qui va mener à l'incompatibilité. C'est la combinaison des allèles A1 et B2. Donc ça, c'est un modèle théorique proposé dans les années 1930 pour expliquer pourquoi une séparation géographique va entraîner une incompatibilité génétique à la longue. Donc c'était ça l'utilité de ce modèle. Donc depuis, et donc on dit que des paires de gènes comme ça, ce sont des paires de gènes d'Objansky-Müller. Alors depuis, on a cherché pour savoir si ce type de gène existe, et ça a été très long, parce que dans des populations réelles, il est quasiment impossible ou très très difficile de démêler les effets des incompatibilités karyotypiques et des incompatibilités génétiques. Donc ça a pris longtemps, et finalement, on a retrouvé des types des paires de gènes d'Objansky-Müller, d'abord chez le drosophile. Alors, chez le drosophile, les gènes HMR et LHR codent pour les protéines qui interagissent au centromère et qui sont responsables de la fixation de centromère sur le fuseau mitotique. Alors, chez Melanogaster, la protéine LHR en rouge est produite en petite quantité et la HMR en grande quantité. Et le dimère se retrouve uniquement au centromère. Chez Simulans, la protéine HMR est produite en petite quantité et la protéine HR en grande quantité. La dimère se trouve uniquement au centromère. Dans les deux cas, les chromosomes se fixent uniquement à un endroit sur le fuseau mitotique. Donc ça marche. Par contre, chez l'hybride, on a une grande quantité des deux protéines et donc on forme le dimère, le complexe, à plusieurs endroits sur le chromosome. Donc les chromosomes vont se fixer à plusieurs endroits sur le fuseau mitotique et ça va créer le grand bazar lors de la mitose. Donc, dès les premières divisions de zygotes, ça ne marche pas bien, donc c'est une mutation létale chez l'hétérozygote. Donc ça, c'était le premier paire de gènes d'Objansky-Müller décrit, 2006, 70 années après un petit peu le modèle théorique qui a prédit que ce type de gène devait exister. Donc ça existe. Okay, donc chaque fois qu'on a un paire de gènes qui codent pour des protéines qui vont interagir entre elles et que ça va être très important pour la mitose et la méiose, ça peut mener à une incompatibilité génétique entre deux espèces. Ok, on va voir si vous avez compris quelque chose là-dessus. Barrière au flux génique. Quelle observation indiquerait la présence d'une incompatibilité génétique? Une réponse correcte sur les 4.
Effectivement, si vous n'avez aucune idée, vous pouvez discuter avec votre voisin, hein, c'est pas interdit. Ok, on est bon pour ça? Allez, on va regarder les différentes possibilités. Alors, on met un mâle de l'espèce A et une femelle de l'espèce B dans un aquarium, ils ne se reproduisent pas. Est-ce qu'on peut conclure qu'il y a une incompatibilité génétique? Qui dit oui? Qui dit non? Oui, vous avez raison. Là, on peut mettre en évidence avec ça une barrière pré-zygotique, n'est-ce pas? Mais on peut rien dire si on a une barrière post-zygotique. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais on ne peut pas en conclure. Alors, 2, si on constate la présence de nombreuses inversions et recombinaisons chromosomiques entre les karyotypes de l'espèce A et l'espèce B, est-ce qu'on peut conclure en incompatibilité génétique? Qui dit oui? Qui dit non? La bonne réponse est non. Okay? C'est la subtilité entre une incompatibilité karyotypique et une incompatibilité génétique. Si on a des inversions, nombres chromosomiques et tout ça qui est différent, ça c'est une incompatibilité karyotypique, pas forcément ce qu'on appelle techniquement l'incompatibilité génétique. Donc c'est pour ça que cette question est là. 3. Alors, on forme un zygote par la fertilisation d'un oocyte de l'espèce A et un spermatozoïde de l'espèce B, mais il ne se développe pas malgré le fait que le karyotype est compatible. Est-ce qu'on peut conclure qu'il y a une incompatibilité génétique? Qui dit oui? Qui dit non? Vous avez raison, c'est exactement ça qu'il faut faire. Et 4, infertilité d'un hybride entre les deux espèces. Non, on ne peut pas conclure. On peut voir qu'effectivement, il y a une barrière post-zygotique à ce moment-là, mais on ne peut pas savoir pourquoi. Pour le numéro 4. Ok, bien. Oui. Ok, donc juste pour résumer tout ça, ce que vous devez retenir, barrière pré-zygotique, quels peuvent être les différents types, connaître un ou deux exemples spécifiques avec l'espèce, etc. Barrière post-zygotique, différence subtile entre incompatibilité génétique et incompatibilité karyotypique. Donc, il nous reste un petit quart d'heure avant la fin du cours. Donc, ce qui va nous donner le temps de considérer la spéciation par polyploïdie, qui est un mécanisme de spéciation très important chez les plantes. Alors, la polyploïdie, c'est quoi? Donc, on a deux types, l'autopolyploïdie et l'allopolyploïdie. L'autopolyploïdie est représentée par cet exemple ici. Donc, l'espèce cultivée, Solanum tuberosum. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est, ça? Solanum, le Solanacée, tuberosum. Plus fort? Les tomates sont les solanacées, correct. Tuberosum, non. Tuber. Qu'est-ce qu'on mange, le tuber? Pomme de terre. Exact. Ok. Donc, pomme de terre cultivée. Quand on regarde, son complément chromosomique, 2N égale 48. Donc, la pomme de terre cultivée est dérivée d'une espèce sauvage qui vient de l'Amérique du Sud. Et quand on regarde toutes les espèces sauvages, elles ont 2N égale 24.
Donc l'espèce cultivée semble avoir dédoublé la totalité de ses chromosomes. Et c'est ça l'autopolyploïdie. C'est la multiplication de la totalité des chromosomes d'un organisme. Et donc, Solanum tuberosum peut se reproduire avec lui-même, il ne peut plus se reproduire avec des espèces sauvages. Alors, l'autopolyploïdie, quel est le mécanisme? Bon, pour dédoubler les chromosomes, il faut qu'il y ait une non-disjonction chromosomique à un certain moment donné, c'est-à-dire qu'une cellule va récupérer l'ensemble des chromosomes. Et cela peut arriver lors de la mitose ou lors de la méiose. Donc la non-disjonction méiotique, c'est un des mécanismes de la spéciation par autopolyploïdie. Donc, non-disjonction lors de la méiose. Donc on a notre plan 2N. Lors de la méiose, s'il y a une non-disjonction, un des gamètes peut récupérer tous les chromosomes, l'autre gamète 0. Donc ce gamète-là va être fertilisé par un gamète normal, et ça va nous donner un individu 3N qui, lui, sera stérile. C'est comme la banane Cavendish, c'est un triploïde stérile. Sauf si, à nouveau, on a une non-disjonction lors de la méiose, chez cette plante-là, à ce moment-là, le gamète sera 3N, qui peut être fertilisé par un gamète normal d'une autre plante, et à ce moment-là, il aura un individu 4N qui sera fertile, avec lui-même, okay, pas avec la plante d'origine. Deuxième possibilité, on a une non-disjonction lors de la mitose, lors d'une des premières divisions chez le zygote. Okay. Dans ce cas-là, des tissus entiers de la plante ne seront pas diploïdes, mais tétraploïdes, y compris toute la fleur, et la fleur tétraploïde va former des gamètes qui sont diploïdes, 2N. Alors ces gamètes-là, si la plante est capable d'auto-fertilisation, peuvent donner lieu à un individu qui est fertile, 4N. Donc ce sont les deux mécanismes de dérivation de autopolyploïdes par non-disjonction méiotique ou mitotique. Alors, autopolyploïdie, c'est une seule espèce de plante qui dédouble tous ses chromosomes. L'allopolyploïdie, c'est le dédoublement ou triplement de l'apport chromosomique suite à un événement d'hybridation entre deux espèces de plantes distinctes. Donc c'est ce qui est arrivé, pareil, chez de nombreuses espèces cultivées, et notamment chez le blé. On considère que le blé est dérivé d'une espèce naturelle, le Triticum urartu. Chez le blé, on a 2N égale 42 chromosomes. Chez urartu, 14 chromosomes. Donc, urartu, c'est une diploïde. Triticum aestivum, le blé du pain, c'est une hexaploïde. Par contre, cette fois-ci, on n'a pas juste un triplement de l'apport chromosomique de cette espèce sauvage. On a au début une hybridation entre deux espèces de sauvages qui a donné Triticum turgidum, blé dur, qui était la première espèce de blé cultivé dans le Moyen-Orient, dans le croissant fertile. Donc, une des... ouais, on a le temps un petit peu. Donc, cet hybride, c'est fait naturellement, ok, mais l'hybride est doté de plusieurs caractéristiques qui sont très utiles pour le cultiver. Par exemple, les graines ne se séparent pas des épis. Donc, c'est vachement plus facile de récolter ce blé-là. Et les graines sont plus grosses. Donc, nos ancêtres néolithiques ont sélectionné les rares individus tétraploïdes issus de cette hybridation. Et c'était la première espèce de blé cultivé, toujours un cultivar téturgideux, mais cultivé pour faire le blé de Rome qui est utilisé pour faire les pâtes. Or, ce blé-là, il ne pousse pas très bien dans les pays temporels comme la France. Il faut un climat chaud. Donc, deux événements d'hybridation a eu lieu pour donner Triticum aestivum. Cette fois-ci, les caractéristiques exploitées et sélectionnées par nos ancêtres étaient le fait que ce blé-là peut pousser dans le climat un peu plus froid, un peu plus fraîche. Donc, le blé que l'on cultive, qui donne à manger à des millions de gens, ce n'est pas une espèce naturelle. C'est une hybride sélectionnée par nos aïeuls.
Et ces mécanismes de spéciation par allopolyploïdie, ce n'est pas un événement rare, ce n'est pas uniquement dû à une sélection par l'être humain. On considère, quand on regarde bien les chromosomes des plantes, on a probablement entre un quart et la moitié des espèces de plantes existant actuellement qui sont issues d'une allopolyploïdie. Donc c'est un mécanisme de spéciation très important chez les plantes. Alors comment ça marche? En 10 minutes. Alors, l'événement initial, c'est une hybridation. Normalement, l'hybridation va donner un hybride qui est non stérile. Alors, si on a une espèce parentale chez laquelle on a une non-disjonction lors de la méiose. Donc, on a un gamète qui est diploïde, il va hybrider avec l'autre gamète. Donc, il va nous donner un hybride 2n égale 7, apport complément chromosomique impair, donc il sera stérile. Mais, si on a à nouveau une non-disjonction lors de la méiose, ce gamète n égale 7 peut s'hybrider ou être fertilisé par un gamète normal de notre deuxième espèce. Et ça va nous donner un individu avec un complément chromosomique pair. Et les jeux de chromosomes, donc il y a deux jeux de chromosomes venant de ce parent, deux jeux de chromosomes venant du premier parent. Lors de la méiose, ils se parient l'un avec l'autre, ça marche. Donc cet individu sera fertile avec lui-même, mais avec aucun des deux autres parents. Donc c'est un individu qui sera en isolement génétique, donc une nouvelle espèce. Alors, autre possibilité, non-disjonction mitotique. Cette fois-ci, on a des gamètes normaux qui fusionnent, qui se fertilisent pour donner un hybride. Lui, 2n égale 5, qui sera stérile. Sauf si on a une non-disjonction mitotique à une étape précoce qui va nous donner une plante ou alors une fleur sur la plante qui est totalement tétraploïde. Donc cette fois-ci, il va avoir 2n égale 6. Et cette fois-ci, la méiose sur les fleurs de cette plante ici vont pouvoir donner des gamètes équilibrés qui pourront s'auto-fertiliser et donner à nouveau des individus fertiles, 2n égale 10, fertiles entre eux-mêmes, mais en isolement génétique par rapport aux deux espèces parentales. Donc, en deux générations ou une génération, on obtient une nouvelle espèce de plante par hybridation suivie par non-disjonction mitotique ou méiotique. Donc, on est bien dans les temps, ce qui est une bonne chose pour moi et pour vous. Donc, on va lire les conclusions générales tranquillement, et puis ça va être la fin du cours. Donc, à retenir aujourd'hui. Donc, on a de nombreux mécanismes de spéciation. Il n'y a pas un seul mécanisme qui marche pour tout le monde. Le phénomène spéciation, c'est un phénomène contemporain. Ce n'est pas juste quelque chose qui a eu lieu il y a des millions d'années. Après, on s'est arrêté. Il y a des espèces qui sont en train de se former maintenant. Alors, les mécanismes de spéciation prédominants, ça va être différent selon le type d'organisme. Ça va dépendre du mode de reproduction de l'espèce et de la mobilité éventuellement de l'organisme. En particulier, la spéciation par polyploïdie est un mécanisme de spéciation sympatrique chez les plantes, pas chez les animaux. Okay? Et c'est possible chez les plantes, parce que chez les plantes, on a la possibilité de l'autofertilisation, souvent, et on a une facilité de former des hybrides qui sont viables. Et si on se souvient, au début du cours, on considérait les concepts biologiques des espèces, c'était exactement les mêmes caractéristiques qui rendaient le concept biologique des espèces problématique chez les plantes. OK? Donc, je vous souhaite un bon week-end et à la prochaine.